Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Totalement débranché de ce qu'on nous annonce depuis des mois comme un événement majeur, un tournant historique dans la vie de notre pays. Totalement débranché, totalement indifférent, non concerné. Ce sont les états d'âme, après cette déclaration d'indépendance de toute la Kabylie, par des gens qui se disent ses représentants, par un monsieur qui s'autoproclame lui-même son président. Je ne sais pas si cela aura été une réponse adéquate et tout aussi réservée à cette proclamation d'indépendance de la Kabylie, mais c'est comme si un puissant mot d'ordre avait été donné, alors que nous savons tous que ce n'est pas le cas. Que c'est juste là l'expression tacite d'une communauté habitée, investie de ce qu'elle sait être sa responsabilité historique, dont la maturité politique n'est plus à démontrer. Une réaction massive qui s'est distinguée par une vraie pudeur, de la retenue, presque du recueillement, comme pour signifier que les frontières du sacré ont été franchies et que le silence en est la plus indiquée des réactions et des réponses. Une réaction de millions de compatriotes, tous concernés en premier chef, puisque c'est leur région, c'est leur terre natale qui est au cœur de l'événement, de cet événement, pour un enjeu vital. Une réaction aussi forte qu'elle aura été retentissante, un silence glacial, un mutisme politique assourdissant. Même attitude au sein de la diaspora en France et au Canada notamment, où nos compatriotes kabyles représentent pourtant la majorité écrasante de notre émigration dans ces deux pays. Très curieusement, et comme d'habitude, le seul registre négatif dans cette histoire, le seul registre négatif, haineux et bassement racoleur, aura été la réaction du pouvoir algérien à cette histoire. Une réaction qui a fait feu de tout bois, qui a battu le rappel de tous ces trolls, de tous ces baltagiers du net, de tous ces relais de la discorde et du régionalisme négatif pour souffler sur les foyers de la haine que ce régime a lui-même allumé. C'est là, dans ce silence, dans cette indifférence tacite, autant qu'elle est massive, que tous les observateurs avisés ont été très fortement ressenti que le peuple algérien est toujours vivant dans sa diversité et toutes ses déclinaisons culturelles, identitaires, idéologiques, et que sous la cendre grise de la médiocratie ambiante, la braise est toujours ardente de la citoyenneté et de la solidarité entre tous nos compatriotes.
قرارات وتوجيهات هامة في عدة مجالات شكلت أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. ملف المعاشات ومنح التقاعد كان ضمن الأولويات، حيث أقر مجلس الوزراء زيادات بنسبة 10% لفائدة المتقاعدين الذين يساوي دخلهم أو يقل عن 20,000 دينار، و5% للذين يفوق دخلهم هذا السقف. J'ai oublié le titre de l'émission, vous me pardonnerez. Affaire Mac, indifférence de la Kabylie. C'est le titre de notre émission que nous avons voulu très simple mais très expressif de ce qui se passe. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, je suis tenté de dire mon vieil ami alors qu'il est plus jeune que moi d'une quarantaine d'années, mais bon, c'est pas grave. Mon vieil ami Samir Bellatesh, nous avions commencé, je me rappelle, moi j'ai commencé après vous, 2005, c'était vous le leader de la YouTube des aides sur les réseaux sociaux. Ouais, et moi j'ai suivi pas trop longtemps derrière. Samir Bellatesh qui nous rejoint, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Militant politique pour la démocratie. Merci d'être avec nous, Samir. Le plaisir est franchement pour moi. Je suis content de revenir. Je suis content de voir que Jamaldine revient. Bravo pour l'intro. Ce n'était pas la peine de dire le titre. L'intro, elle était limpide, elle était très claire et gentil. tout. Du coup, c'est bon. Je suis content d'être là parmi vous. Inch'Allah, tout le monde va bien. Merci. Abdelrahim Moussouar, qui vient souvent chez nous et dont je suis très fier. Et il est aussi de cette jeunesse qui se bat pour la démocratie en Algérie. Les deux, d'ailleurs, sont des hirakistes très visibles, enseignants et militants pour la politique, pour la démocratie. Abdelrahim, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Un plaisir pour moi de me retrouver avec Samir aussi sur ce plateau, sachant que dans cette vie de militantisme, on parle, on discute, on s'exprime, et s'il y a quelque chose qui nous redonne toujours de l'espoir, c'est qu'on partage avec nos compatriotes, avec d'autres militants, les mêmes principes, les mêmes valeurs, le même combat noble. Et donc, c'est ce qui nous permet, ce qui nous pousse à continuer. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on nous prépare en première soundbite cette déclaration de M. Farhat Mahanni. Moi, j'aimerais, avant d'aborder le sujet en lui-même, qu'est-ce qui fait que dans cette Algérie qui est prise sous le feu croisé et le tir nourri, comme on dit, des pires mafiocrates qui puissent s'imaginer. Dans l'histoire du monde, hein, c'est des gens qui ne reculent devant rien, qui sont allés jusqu'à corrompre d'authentiques fils de Chouhada, qui ont été jusqu'à corrompre d'authentiques révolutionnaires algériens, qui ont vraiment fait la révolution algérienne. Alors, au lieu de les combattre, parce que quand ils ont fait le coup d'État, ils se sont retrouvés dans le camp adverse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont corrompus. En grosse somme d'argent. Hein. Je parle des grands officiers. Ou alors, s'ils n'ont pas pu les corrompre, ils les ont tués. Ils les ont fait assassiner. Khaybar, Krim Belkacem, Baramdan, etc. Aït Hamed, il s'est sauvé. Aït Hamed, il s'est sauvé, il a eu de la chance. Il l'aurait... Boudiaf qu'ils ont eu à la fin. Ils ont fini par l'avoir. C'est ça notre triste histoire. Mais qu'est-ce qui fait que dans ce régime donc mortifère, corrupteur, il est un peu comme ce fruit qui est corrompu par le ver, qui entre dans le ver, qui non seulement s'en nourrit, s'en sustente, mais qui en plus l'infecte. L'infecte, le rend impropre à la consommation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours eu et qu'il continue d'y avoir à ce jour des Algériens et des Algériennes qui n'ont pas été corrompus, qui continuent de se battre, qui font passer même les désirs de leurs propres enfants, de leur famille. Eux aussi rêvent d'avoir une belle bagnole ou une belle maison au bord de la mer, mais ils font passer tout ça après leur pays qui est en danger, comme vous deux par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette transmission, cette flamme qui est passée de nos pères à
à des gens un peu comme moi, hein, qui ont mon âge, puis à des gens comme vous. Et je présume que la chaîne va continuer à se retransmettre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, franchement, je ne me l'explique pas. Difficile, question très difficile. Moi, ce qui me vient comme ça à l'esprit, moi je dirais, hein, c'est l'héritage du mouvement national, à mon avis. Je pense qu'on peut remonter encore plus loin, mais je pense qu'il nous faudra des émissions pour en parler, pour raconter un peu l'histoire de l'Afrique du Nord et tout. Mais au moins, pour le mouvement national, on a été colonisé 1 siècle et demi où on était sous domination très violente du colonialisme tel qu'on le connaît et tout. Eh bien, les gens, la population, le peuple algérien, le peuple de la région, il a produit des gens qui ont milité. Chacun à sa manière, chacun son idéologie, chacun son versant. On a tous pris la montagne, et on la monte, chacun son versant et tout. Eh bien, cette histoire-là du mouvement national, à mon avis, elle a donné ce qu'on a vu après l'indépendance, en fait. C'est-à-dire, on a vu ce régime qui est mortifère et que tu as très bien décrit, qui, normalement, pourrait tuer le pays, pourrait tuer l'envie de défendre les intérêts du pays et tout. Eh bien, il y a quand même des Algériens qui continuent à militer, comme ils l'ont fait pendant la colonisation. C'est un héritage, j'allais dire, du mouvement national. Moi, il me semble que ça peut être ça. Moussawar. Alors, je pense que c'est à la fois ce que vient de dire Samir, c'est-à-dire un héritage qui dépasse peut-être, qui vient, qui va dans l'histoire, peut-être au-delà même du mouvement national. L'Algérie s'est battue contre cette terre qui s'appelle Algérie. Contre les différents envahisseurs qui se sont exactement, les succédés. différents Ça envahisseurs. vient de loin, de très loin. On va jusqu'à l'Antiquité avec cette Numidie, avec cette Berbérie, avec le terrain de Thamazra. Et la dernière colonisation en date, c'est les 130 ans de colonisation française. À mon niveau, je me mets au même titre que toute cette jeunesse algérienne qui n'a pas envie de trahir ses parents et ses grands-parents. Peut-être qu'il y a quelque chose... moi, je suis petit-fils de 2 chouhada, du côté maternel et paternel. Je me dis qu'il y a la conviction de voir son Algérie, son pays s'épanouir, mais il y a aussi ce cheminement qui me refuse aujourd'hui de trahir mon père et mon grand-père, ou ma mère et mon grand-père paternel ou maternel. Et je rappelle que vous êtes tous les deux kabyles. Vous êtes de quel... De Kharrata. Kharrata. Sidi Aïch. Sidi Aïch. Akfadou. Akbou Sidi Aïch, exactement. la région. Oui. L'Akfadou. Moi, je suis tout en bas de la montagne. Tout en haut, c'est l'Akfadou. C'est là où était... Sidi Aïch, c'est le Piémont. Hein. C'est la vallée. C'est la vallée. Sidi Aïch et Akbou. C'est le Piémont et la vallée. La vallée, la Soumam. Oui. Et puis, tu as les montagnes. Et tout en haut, il y a l'Akfadou. C'est là où était le colonel Améroch Lahirahmou. Akfadou Rahva Maqaran de Marsal Moudjahidine. Ça, c'est un le propos de endroit Matoub Lahirahmou. Ce qui a été marqué par la Révolution. Kharrata, c'est des militants. Même dans notre région, on a, si je peux me permettre de le dire comme ça, on a beaucoup de respect pour eux parce que ils sont au devant des barricades. Pour parler ils ne sont pas derrière les barricades. Non, ils sont devant. C'est eux qui sont devant. Les gens de Kharrata, on les connaît depuis longtemps. Ils sont comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une région qui il faut le dire, hein, j'assume mes responsabilités, j'assume ce que je dis. C'est une ville qui a été à la fois policisée et militarisée depuis 2019. Une ville qui avait un commissariat et une brigade de gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez la police judiciaire, une brigade de police judiciaire, vous avez la BRI, vous avez la BMPG, 5 ou 6 institutions sécuritaires. Et puis, c'est une ville où le taux de chômage dépasse les 50%, la ville de Kharrata. Le Kharrata, je me rappelle, le Hirak, ils ont été parmi les précurseurs. Comme la vallée de la Soumam, en Kabylie, toute l'Algérie. Parce que la misère, la souffrance, la douleur, elle est la même. C'est l'instrumentalisation de la misère par ce système qui tend à nous diviser. La souffrance d'un peuple, c'est la souffrance d'un peuple. C'est ce qui a fait éveiller le peuple, que ce soit à Kharrata, Al-Flay ou sur tout le territoire national, contre la colonisation, mais aussi contre les affres d'un système qui poursuit
que l'on qualifie de néocolonial aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que, bon, il y a toujours un front, une élite, une avant-garde hein, dans tous les mouvements sociaux, politiques. Il y a toujours une avant-garde là, un départ de feu, j'allais dire. Mais derrière, le front, ce qui constitue la masse, ce qui constitue le peuple, ce qui constitue l'aspiration collective à de lendemains meilleurs, il suffit que le vent souffle, que le vent favorable. Rappelez-vous le Hirak. Oui. Du jour au lendemain, personne, moi je ne pouvais pas y croire. Mes yeux, je ne pouvais pas croire mes propres yeux. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Du jour au lendemain, des foules énormes dans la rue, pas un bris de glace, pas un cri de trop. Quel civisme! Moi, j'ai vu des vieillards pleurer à chaudes larmes, oui. Parce qu'ils n'y croyaient plus. Oui, des vieilles femmes qui sortent sur les balcons avec un drapeau et qui pleurent. Et qui pleurent. D'émotion et puis probablement de tout ce que tu viens de décrire, en fait. Ouais. Et quand il faisait trop chaud, tout le monde qui lançait de l'eau sur pour les rafraîchir. Et j'ai vu un couple danser. C'était. Ce que tu viens de dire, Jamaldine, si je peux me permettre, ça rejoint la dernière phrase de ton intro, oui. Quand tu disais qu'il y a les braises oui. que le système tente de souffler, oui. celle de la haine, celle de la division, oui. celle de la dislocation de l'État, celle du discours raciste, celle du discours de division, mais en dessous, il y a la braise d'un peuple, les braises d'un peuple, celle de la fraternité, celle de la solidarité, celle de l'unité nationale, etc. Je crois que le peuple algérien, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est l'histoire est là, elle peut nous contredire ou le confirmer. Le peuple algérien a été au rendez-vous de l'histoire à chaque fois que ça a été nécessaire. On a vu comment, pour la révolution de 1954, il est sorti d'un siècle quasiment de colonisation qui a tout fait et d'une manière très intelligente. Le colonialisme, il était très intelligent, il l'est encore. Les universités occidentales des empires d'avant et tout, elles ont produit de la réflexion du comment dominer les gens, comment les dépersonnaliser, comment enlever chez eux la volonté de s'en sortir, comment les culpabiliser, comment les réduire, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, en 1954, il aura fallu d'une année ou deux, et le peuple algérien, comme le disait Ben Mehdi, il s'est saisi de la révolution, il a été au rendez-vous de l'histoire, il s'est sacrifié à fond, et du coup, moi je dis le peuple algérien, il est toujours au rendez-vous de l'histoire. J'en profite, Jamel, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le dire plus tard. Parmi ces gens qui n'ont pas cessé de se sacrifier pour ce pays et tout, il y a tous les jeunes qui sont actuellement en prison. C'est des jeunes qui, regarde, on est dans une situation où on se demande comment le courage qu'ils ont, ces jeunes-là, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, et qui sont en prison. Je ne sais pas, on ne doit pas citer un nom pour ne pas cacher tous les autres, mais un petit jeune comme Mohamed Tajadid ou là même Brahim Lalami, à qui on a mis 7 ans de prison ou un truc comme ça, ça gâche leur vie. Et ils se sacrifient, ces jeunes-là, pour le pays. Et ils le font d'une manière très consciemment. Ce ne sont pas des jeunes qui sont inconscients. Il aura fallu qu'on les laisse s'exprimer librement, les laisser construire leurs idées, les exprimer et tout, sans qu'on leur rentre dedans avec une matraque et tout. Ben, ils ont exprimé des idées très claires, ils ont été très lisibles, je veux dire, ce qu'ils disaient était très sensé et tout. Et avec tout ça, avec toute cette conscience, ils se sont sacrifiés, ils sont en prison, ils ont pris lourd. Kharjou, il y en a qui font 1 an, 2 ans, il reprend sa webcam et il continue à dire Habina démocratie et tout, ou et tout, il savait qu'il va le payer. Parce qu'ils se savent des exemples. Ils se savent oui, ils s'engagent. Ils sont devenus des idéaux. Tout à l'heure. Oui. C'est ceux-là, ces Algériens-là, qui se sacrifient et qui le font d'une manière très consciente. On leur doit du respect et du soutien et de la solidarité. On doit être avec eux. Pas seulement pour qui on s'exprime, mais grâce à qui on continue de
de militer à notre صحيح. niveau. صحيح. Parce que c'est vrai qu'on peut être pas des porte-parole, mais des porte-voix صحيح. de nos concitoyens, mais regardez, Pas des porte-paroles, mais des des porte-voix. porte-voix effectivement, regardez des jeunes comme Brahim Al-Alami, comme Mohamed Tajadith, qui ont passé plus de 4 ans, ces dernières 6 années, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, plus de 4 ans derrière les barreaux. Et malgré cela, aucun lavage de cerveau n'a eu raison de leur être, de leur attachement à un combat noble. Je pense que... Ni surtout de quelconque tentative de corruption Et de récupération. et de récupération. On leur a promis monts et merveilles, pourvu qu'ils marchent avec eux. Comme d'autres, d'autres à qui ils ont promis, dont ils ont obtenu l'adhésion, qui étaient avec nous, des Hirakis, qui parlaient, qui s'engageaient. Et ils sont passés par le couloir de la signature. Ils ont eu des privilèges. Parce que ce serait un peu. Et puis, Ce serait hypocrite. si je peux me permettre juste un dernier mot par rapport à ça, c'est que à ceux qui disent qu'il ne peut y avoir de miracle populaire, de miracle du peuple, ou à ceux qui disent que la politique ne se fait pas par le sentiment, par l'affect, je pense qu'il y a quelque chose qui nous ramène aujourd'hui, qui nous ramène à nous exprimer, à voir les choses d'un point de vue des injustices, des inégalités. C'est parce qu'on a le sentiment aussi d'appartenir à ce peuple qui nous donne du courage, qui nous donne la force, qui nous donne la possibilité de parler, de nous exprimer. Alors, on n'a pas malheureusement la déclaration de M. Menni. Je suis désolé d'avoir annoncé. Mais bon, on l'a tous vu, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. D'abord, il n'a pas fait. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il ne l'a pas fait en kabyle. Ça m'a étonné, très franchement. Toute la cérémonie, à quelques phrases près, était en langue française. En français. J'étais très étonné, personnellement. Je me suis dit, ils ne peuvent pas faire ça. Ils se battent pour. Surtout Vladimir, il s'est battu pour l'identité amazigh. Nous, avant, on ne connaissait pas le mot amazigh, on disait berbère. Lui, maintenant, il ne dit même pas amazigh, il dit kabyle. Ah, il ne reconnaît Bon. plus Amazigh. Voilà. Mais il a chanté en kabyle. Il a réussi à passionner des jeunes identitaires. Moi, j'étais jeune, j'ai grandi avec ces chansons sur la démocratie, les droits de l'homme et tout. Oui. Oui, moi, j'ai remarqué qu'il était très, très aimé. Moi, je fréquentais un café ici à Paris. Je ne vais pas lui faire de publicité. C'est un kabyle. Il me disait, écoute, moi, je ne suis pas maquiste, je ne suis pas séparatiste, mais je n'accepte pas qu'on puisse insulter. Comment il l'appelle Farhati Mazirani Moula. Imola. C'était c'était son groupe. Voilà. C'est- Comme ça. Alors, moi, ce que j'aimerais commencer, mais on est libre de parler comme ça à bâton rompu, par le côté qui vous plaira de prendre. D'abord, moi, ce qui m'a le plus étonné, qui a étonné beaucoup de gens, c'est que cette réponse magistrale de tous les Kabyles en Algérie ou à l'étranger. En Algérie, les Kabyles, c'est connu, sont présents partout. Il n'y a pas un endroit en Algérie où ils ne sont pas présents, et la plupart du temps où ils sont le bled. Par exemple, nous, à Batna, عندنا ولاد البلاد, c'est des Kabyles. Il y en a beaucoup, mais entre autres, pour ne citer que la famille de deux familles, on a Cheikhi et Ould Mohand. C'est des Kabyles, ولاد البلاد في Batna. Personne ne peut leur dénier Ould Bled. Ils sont là-bas depuis des siècles. Bon, alors, dans toute l'Algérie, il n'y a pas eu de réaction. Alors, on pourrait dire qu'ils sont minoritaires un peu partout où ils sont. En Kabylie, où il n'y a quasiment que des Kabyles, pour la plupart, dans une très grande proportion. Aucune réaction. Dans la diaspora, où ils peuvent s'exprimer, en Algérie, à la limite, on pourrait dire non, ils ont peur parce que si jamais ils soutiennent Vrat Mehni, ça va être la répression. Mais en France et au Canada, où ils sont la majorité de la diaspora algérienne, la majorité, ils sont au moins à 60%. Rien. Aucune réaction, ni pour ni contre. C'est comme si c'était une communauté qui voulait afficher ostensiblement son indifférence.
C'est comme pour dire, non, ça ne mérite pas ça qu'on descende aussi bas, parce que ça s'attaque à quelque chose de sacré, et quelque chose qui s'attaque au sacré, on n'y répond pas, on ignore. À votre avis? Abdelrahim, vas-y. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une indifférence, effectivement. Pour pas mal d'entre nous, Algériens en Kabylie ou ailleurs, ça constitue un non-événement, même si la question du non-événement, elle reste discutable par rapport au projet, diabolique du système en place, parce qu'il faut le décortiquer. Sinon, question d'appartenance, question de kabilité, question d'algérianité, si l'on fait la comparaison entre cette dimension propagandiste du système néocolonial en Algérie, à travers les APC, à travers les APUI, à travers les différentes chambres, c'est-à-dire de l'exécutif des wilayas, etc., dans les différents ministères, la direction du commerce, par exemple, à la wilaya de Béjaïa ou à Tizi Ouzou, qui veille à ce que les commerçants brandissent arborent le drapeau algérien, ça, c'est la propagande du système qui veut donner à un mouvement séparatiste une dimension qu'il n'a pas en réalité, même en Kabylie. Si le peuple marque une certaine indifférence, c'est parce que l'unité nationale, telle qu'elle est vue, telle qu'elle est scellée, telle qu'elle est construite par le peuple algérien, elle ne vient pas des officines de la police politique. Elle ne peut être construite que de façon spontanée, telle que ça a été dans le Hirak en 2019. Rappelons que le Hirak en 2019, c'était une seule femme, comme un seul homme en Algérie, des millions de citoyens et citoyennes à travers toutes les wilayas. À un moment donné, quand la répression s'est abattue dans pas mal de villes, à l'est, à l'ouest en Algérie et même à Alger, des citoyens sont venus de toutes les wilayas faire le Hirak à Béjaïa, à Kharataï, à Tizi Ouzou. Ça montre une chose, c'est que l'unité nationale, qu'elle soit vue par les Algériens de Kabylie ou des autres régions, elle est scellée historiquement. Aucune tentative de division ne peut secouer la solidarité millénaire construite par ce peuple. Et j'ai envie de rebondir sur ce point, sur cette question de langue, cette déclaration qui a été faite dans la langue française. N'oublions pas que c'est une déclaration qui s'adresse aussi à ceux qui misent sur la division, sur la dislocation de l'Algérie, effectivement, sur la dislocation de l'État. Les promoteurs de la discorde. Farhat Mehni n'a pas d'autre moyen pour s'adresser dans une autre langue, mis à part celle qui est comprise par l'extrême droite israélienne qui était présente, par l'extrême droite française qui était présente. Cela nous montre une chose, c'est que ce soit le système qui souffle sur la braise de la division, la propagande, depuis des semaines avant le 14 décembre, ou bien ceux qui sont au cœur de cette dimension séparatiste, pour moi, c'est deux facettes d'une même pièce qui ont le même projet, parce qu'en Algérie, ce n'est pas forcément la diplomatie qui refuserait de tourner le dos à la question palestinienne. S'il y a un élément essentiel qui est toujours fidèle à l'indépendance, à la liberté du peuple palestinien, c'est le peuple algérien. Donc on fait tout pour agenouiller l'Algérie à travers, aujourd'hui, vous avez des projets de Donald Trump, vous avez cette Union européenne, vous avez les pays occidentaux. Oui, mais le président Tebboune qui disait « Palestine, khalléouha aliya », finalement, il a demandé à ses représentants de voter oui pour le plan Trump. Et pire, moi, ce qui m'a vraiment choqué, à la limite, bon, tu as peur, tu votes, tu as peur de sauter, à la limite, on peut comprendre. Mais il ne faut pas faire de zèle. Il ne faut pas demander à Benjamin de féliciter Trump pour son plan et de le remercier. Parce que Donald Trump, qui est aujourd'hui avec tous ses semblables à travers la politique internationale, ils sont là pour menacer ceux qui ne seraient pas dans leur agenda. Le système algérien a plus peur pour sa pérennité, pour sa continuité, que pour l'avenir de l'Algérie, que pour les frontières de l'Algérie. C'est ça le malheur aujourd'hui. J'aimerais apporter C'est pour cela que je voulais dire
que le plus grand danger pour l'Algérie, pour l'unité de l'Algérie, pour les frontières de l'Algérie, ça n'a jamais été le peuple algérien. Le peuple, il a scellé la protection de l'Algérie dans le Hirak en 2019. Le plus grand danger demeure ce système qui souffle sur le chaud, qui souffle le chaud et le froid. Et justement, ce système qui souffle le chaud et le froid, qui entretient les haines, qui les attise, qui veille à ce que la braise reste toujours vivace, la braise de la haine. Hein. Je rappelle que pendant le Hirak, dans le cercle premier de Gaïd Saleh, ils ont joué sur ça. Au moment où ils avaient mis en place Zéro Kabyle, vous vous rappelez, hein, qui est une création du régime. Alors d'un côté, ils créent Zéro Kabyle, rappelez-vous, qu'il encourage, qu'il n'arrête pas, dont il contrôle les rassemblements comme à Mostaganem. Bon, il ne s'appelait pas Zéro Kabyle, mais eux se revendiquaient du slogan Zéro Kabyle. Dans le même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ça, je vous vends ce qu'on m'a vendu. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on m'a rapporté qu'ils distribuaient en pleine nuit, comme à un certain moment, ils mettaient des tas de cailloux dans les villes pour susciter la violence des manifestations. On m'a raconté que dans certaines villes en Kabylie, notamment à Bjaïa, ils déposaient des drapeaux au centre-ville, drapeaux amazigh, des emblèmes amazigh, dont les gens avaient remarqué qu'il était tout neuf. Ils portaient encore ils étaient dans des sachets, ça veut dire ils soufflent par là et par là pour dire « Ah, regardez, regardez, défile pas avec le drapeau algérien, il n'y a que des drapeaux kabyles. » Vous voyez un peu ces techniques, ces méthodes pour diviser les Algériens. Mais j'aimerais qu'on écoute une vidéo, après on va finir, c'est celle d'un Israélien, la SB4, un Israélien, écoutez bien hein, ce qu'il va dire, qui était donc présent lors de la proclamation de l'indépendance de la Kabylie, et qui tout seul, comme un grand, il a mis les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors que Farhat Mhenni, M. Mhenni, avait annoncé que de nombreux invités étaient venus de partout dans le monde, etc. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de représentants israéliens. Alors ce monsieur tout seul, il dit « Je suis seul venu d'Israël, mais derrière moi, il y a beaucoup derrière moi. » Vous voyez? Alors on va l'écouter, j'espère qu'elle est disponible cette fois-ci. Incroyable. Alors, je suis arrivé de Jérusalem ce matin et je repars à Jérusalem. Je peux vous dire que je suis là ici apparemment seul, mais qu'il y a énormément de monde derrière moi. C'est incroyable. Hein? Mais d'abord, pourquoi cette proximité des gens du MAC? On a entendu les gens l'applaudir. Hein? Ce n'était pas des masses, mais ils l'ont quand même applaudi. Ils disent même « Vive Israël ». Hein? Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce rapprochement du MAC avec Israël à un moment où les Palestiniens sont massacrés? Et il y a même une communication subliminale qui tend à faire croire, dans le discours des gens du MAC, y compris que, en quelque sorte, les Israéliens, c'est des frères. Les Juifs, c'est des frères, des Berbères, alors que les Palestiniens sont des Arabes et des musulmans. Alors qu'en fait, pour tout être humain digne de ce nom, tous ceux qui défendent les Palestiniens, qui les défendent vraiment, pas par la parlotte, c'est parce que c'est des êtres humains, c'est parce que ce sont nos frères humains, parce que ce sont des opprimés, parce qu'on leur a pris leur pays, parce qu'on fait couler leur sang, on tue leurs enfants, leurs bébés, et que si c'était des Juifs, on serait avec eux aussi. Nous ne sommes pas avec les Palestiniens parce qu'ils sont des Arabes ou parce qu'ils sont des musulmans. Nous sommes avec tous les êtres humains, et il y a, quand je dis « nous sommes », ça veut dire tous ceux qui sont avec les Palestiniens.
comme tous ceux qui ont été avec la révolution d'Algérie, comme tous ceux qui ont été avec les persécutés du Chili ou d'Afrique du Sud. Pourquoi le MAC, qui parle d'humanisme, de fraternité entre les hommes, dont le président est un chanteur qui a chanté les plus belles valeurs de l'homme, pourquoi tient-il autant à cette fraternité avec Israël, qui est une entité que je n'ose même pas qualifier pour ne pas ramener de problème à cette chaîne de télévision. Voilà. Une entité coloniale. Voilà, entité coloniale. Oui. Alors je vous laisse nous dire. Je pense que j'allais dire le peu de choses que je connais du personnage de Farhat, on le regarde depuis, puisqu'on le connaît depuis qu'on était jeune, on finit par apprendre un peu comment il fait de la politique en fait le gars, parce qu'il l'exprime. Moi, je peux dire que j'ai écouté quasiment toutes les déclarations de Farhat, sans aucune exception. Je les écoute systématiquement. C'est parce que j'étais un de ses fans quand j'étais jeune. Quand je l'ai vu dériver, j'ai halluciné et tout. Et je tiens à ce que j'écoute tout ce qu'il dit. Ensuite, quand je discute avec les gens, ils me disent oui, mais laisse-le, blablabla. Moi, j'ai des arguments parce que j'ai écouté exactement ce qu'il a dit et c'est moi qui l'ai écouté. On ne me l'a pas rapporté tout ça. J'ai fini, à mon avis, à mon humble avis, par comprendre un peu le personnage. On m'excusera, je n'ai pas de leçon à donner en politique et tout, mais il ne sait pas faire de la politique, Farhat. C'est une sorte de joueur de foot qui dribble, il essaie de dribbler au milieu du terrain, mais il ne va jamais marquer de but et tout, parce que ce n'est pas son truc. Il ne fallait pas le laisser jouer au foot, en fait. Tout simplement, ce n'est pas son truc. Et il va faire des gestes, il croit que c'est beau et tout. Mais nous, on a besoin de gens, en politique, on a besoin de gens qui ont une stratégie, qui ont une vision, qui se basent sur des principes et tout. Farhat, c'est au doigt qu'il bouge. Et ce qu'il fait par rapport aux Israéliens, à mon avis, depuis qu'on l'observe, depuis la fin des années 90, début des années 2000, quand il est venu en France et tout, il a fait ça en fait, il a fait l'opportuniste. Les Israéliens ont une stratégie qu'ils appliquent à toute la région. Ils l'ont appliqué au Moyen-Orient, y compris en Turquie, y compris en Syrie, au Liban, et je ne parle même pas de la Palestine, etc. Du comment diviser, comment alimenter les ethnies, les questions religieuses, etc. Eh bien, ils ont trouvé en Farhat un élément qui permet ce genre de choses au Maghreb. Et Farhat, comme d'habitude, il fait ça, il a vu que le vent il vient de là, il s'est dit, allez, je vais foncer. Il profite, il est dans une démarche opportuniste en fait. C'est comme ça qu'à Paris, sans l'aide des sionistes défenseurs acharnés de la colonisation israélienne qui pullulent à Paris, j'allais dire, et qui sont dans les hautes sphères de l'État, Farhat, il a trouvé certains interlocuteurs chez ces gens-là qui lui ont dit « Écoute, tu veux faire ton gouvernement, on va te donner la salle de la mairie de Paris que moi je m'en rappelle, c'était en 2005, que le président de l'association de l'amitié israélo-française, qui était un sioniste notoire, etc., je ne vais pas citer son nom, il est mort maintenant, et qui lui a donné une salle, ils ont fait leur réunion. Ça a permis d'aller faire un petit tour à l'Assemblée nationale. C'était très symbolique, qui n'avait aucun poids, parce que en fait, les gens sur qui compte Farhat, à mon avis, ils n'ont pas beaucoup de respect pour lui, ni pour son combat, ni pour ses objectifs, ni pour la Kabylie, ni rien. Ils sont dans une démarche qui est la leur, qui est celle de la domination de la région, de la guerre que mène Israël contre j'allais dire, les peuples de la région, etc. Et ils n'ont pas de respect pour... Ils ne lui ont jamais donné, c'est ce qui s'est passé avant-hier, etc. À un moment, hop, au dernier moment, ils ne l'ont pas laissé faire son truc à l'endroit qui était prévu, ce qui l'a gêné à fond. Il ne s'attendait pas à ça, parce que Farhat, au jeu d'échecs, tu le bats au bout de 3 coups. Tu vois, ça veut dire,
C'est pas quelqu'un qui voit loin. Moi, je lui ferai pas confiance en politique. Et pourtant, je vous le dis, j'ai du respect pour la personne parce qu'elle a une histoire et tout. Et on ne nie pas l'histoire des gens, même si un beau jour, ils ont retourné la veste ou ils ont fait autre chose. Mais c'est pas son truc, à mon avis. Et c'est ce type, à mon avis, c'est cette relation qu'il a avec Israël, avec le lobby sioniste qui défend la colonisation israélienne. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas dans l'antisémitisme. Je vous écoutais, ça m'a rappelé quelque chose. J'étais dans Paris, le 19e, il y a des quartiers qui sont très juifs. Et moi, j'ai l'habitude d'aller dans un de ces quartiers parce que j'y ai des amis. Et je discutais avec des petits jeunes, des rebeux, pour parler comme les jeunes là. Des rebeux, un peu taouana, un peu d'ici et tout. Ils étaient un grand groupe et tout. Moi, j'étais un peu vieux par rapport à eux et tout ça. Tonton et tout, c'est comme ça qu'ils me parlent. Et c'était pendant les bombardements à Gaza et tout. Donc, ils n'avaient que ça dans la bouche. Gaza, les morts et tout. Ils étaient choqués. Ils voyaient les enfants qui meurent et tout. Ils avaient la rage et tout, comme le monde entier, en fait. Normal. Et on était en haut des escaliers. Il y a des escaliers qui font, je ne sais pas moi, 100 mètres et tout. Ça monte comme ça et tout. Et à un moment, on est dans un quartier juif. Ils voient arriver un couple avec deux enfants en bas âge et un bébé et une poussette, et qui allaient monter les escaliers. C'était très pénible pour eux, le couple-là, les jeunes-là, mais dans un réflexe qui n'a pas, ils ne sont pas dans le politique, les jeunes-là, ils ne font pas de la politique. Ils courent aider les deux juifs-là qui étaient avec leur kippa et la dame qui avait son truc juif et tout. Ils courent les aider, ils ont pris la poussette, ils les ont aidés. Ils ont fait monter le couple et ses enfants et la poussette jusqu'en haut des escaliers et tout. J'ai tilté, j'ai dit, regarde, ils n'ont pas de haine envers les Juifs. C'est d'une beauté extraordinaire. Vraie histoire. Ouais. Ils n'ont pas de haine envers les Juifs. En fait, nous, on a un problème avec la colonisation. Quand on voit tuer des enfants par milliers, excusez-moi, il faut être un monstre pour défendre ce genre de choses ou même fermer les yeux ou essayer de justifier ou de dire « regardons ailleurs, regardons au Congo, regardons… » Non, on est des êtres humains, tu le disais tout à l'heure, on a des sentiments et tout. Donc voilà, même quand on dénonce la relation que le MAC entretient avec un État colonial et qui le revendique et tout, ou quand on dénonce la relation que le MAC entretient avec ceux qui essayent de l'utiliser de l'extrême droite, les descendants de l'OAS, etc., ici en France, on n'a pas de haine envers les gens, la population et tout. On dénonce quelque chose qui est, je veux dire, qui ne tient pas la route. Tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas parler de décolonisation parce que Farhat et son mouvement, ils disent on est colonisé par l'Algérie et tout, une ineptie extraordinaire. Si Krim Belkacem ou Amirouche, il était là, il l'aurait baffé. Et dans le même temps, approuver une colonisation aussi… Absolument, ou se traîner avec des gens de l'OS. Absolument. Et ça ne tient pas la route, mon frère. On n'est pas, je veux dire… Alors que lui est fils du Shahid, il faut le rappeler. Fils du Shahid. Et moi, il m'a choqué avec sa réponse. On lui a posé la question. Il dit, mon père n'est pas mort pour l'Algérie, il est mort pour la liberté. Pour la liberté. Il a voulu nuancer et tout, alors que… Hein, mon frère, on ne fait pas l'histoire comme ça. Vrai, on voit que politiquement, ce n'est pas un foudre de guerre. Hein. Non. Moi, je dis qu'il aurait dû rester à faire de la musique, à défendre des valeurs humaines, humanistes, etc. Il aurait été propre du début jusqu'à la fin. Abdelrahim, même question. Je voulais dire que, c'est-à-dire sur cette lancée, le seul moment où il avait accepté un débat contradictoire, c'était sur BRTV, face à un chroniqueur que l'on connaît. Il s'est fait démonter, c'est-à-dire le long de l'émission. Et puis, il n'a trouvé que des qualificatifs pour contredire son interlocuteur. Sinon, il y a quelque chose parce qu'on regarde la chose un peu, plus les conséquences, mais aussi les dessous. S'il y a quelque chose qui est défendu par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, comparé à ce projet diabolique du régime,
les conclusions sont, c'est-à-dire pour ceux qui regardent la chose sans aucun préjugé, ni une idée derrière la tête, certains tomberaient des nues, dans la mesure où il y a des ressemblances édifiantes entre ce projet séparatiste et les intentions machiavéliques du système. On va aller dans cette dimension de Kabylie et Farhat Mehni qui refuse de parler de Thamazra, alors que des hommes et des femmes comme Hussein Hamd et bien d'autres se sont battus pour une Algérie de Thamazra, une Algérie de l'Afrique du Nord, une Algérie amazigh, et la dimension amazigh défendue par le peuple du Hirak, c'est l'Afrique du Nord. Or, défendre une région amazigh qui est la Kabylie, tout en reniant les autres populations, c'est-à-dire du désert de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries en Atlantique, on se pose des questions. Est-ce que vous ne craignez pas, avec une telle approche, de susciter, j'allais dire, je dirais pas du mécontentement, de susciter une réaction pas très favorable à ce que vous dites, puisque dans ce pays, il y a aussi des Arabo-berbères. Ben oui, bien sûr. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'Arabes dans ce pays, ça n'existe pas. Pardon, il y a des Berbères, généralement des Berbères de la montagne, qui ont su garder leur langue originelle, matricielle, parce que généralement l'envahisseur ne va pas aux montagnes. La meilleure preuve en est que la Grande Kabylie n'a pas été islamisée par les Arabes, les Futuhat. Elle a été islamisée par les Mourabitoun, les Almoravides de la région du Sahara occidental actuel et de la Mauritanie, qui sont berbères et qui ne sont pas venus en armée, ils sont venus en pèlerins, en prédicateurs isolés, chacun avec son bâton, ils montaient la montagne, ils parlaient berbère, ils islamisaient les populations berbères, les populations les ont accueillis les bras ouverts, ils en ont fait des saints d'ailleurs, avec leurs coupoles, etc. Mais les Arabes qui sont en Afrique du Nord, surtout en Libye, en Tunisie et en Algérie, et surtout la moitié est de l'Algérie, la Numidie, si on peut dire. Les Beni Hillel et Soleim, qui sont venus d'Égypte, qui sont originaires d'une région de l'Arabie, je ne sais plus laquelle, qui ont été envoyés en représailles par le roi fatimide contre les Irides, qui ont renié la confession chiite. Ces Arabes, pendant 50 ans, sont venus en vagues successives pendant une cinquantaine d'années. Ils sont venus très nombreux, ils ont occupé des endroits bien déterminés, qui sont les plaines généralement, et les hautes plaines. Et le début du Sahara, Biskra, Boussaada, Al-Jelfa, la région. Ils existent. Oui. Alors, la plupart des populations de la plaine se sont rapprochées par des liens du mariage. Oui. Elles ont donné les Arabo-berbères. Oui, absolument. Et il y a des berbères qui sont restés assez berbères entre eux, comme les Kabyles ou les Chaouia, par exemple, ou les Beni Mzab, ou certaines populations au sud du Sahara, qui sont restés très berbères entre eux. Il y a des populations qui sont restées très arabes entre eux. Djelfa, Boussaada, les régions. Mais quand on dit Thamazra et que l'Afrique du Nord uniquement berbère, est-ce que vous ne risquez pas de un peu choquer certaines gens qui ne s'y reconnaissent pas? Pourquoi pas une approche plus rassembleuse? Il y a des arabo-berbères en tant que tels, non pas des berbères arabisés, des arabo-berbères, ils sont mélangés. J'ai un petit mot, Abdelrahim, je te laisse. Parce que il y a des berbères et il y a des arabes. Pourquoi je m'excuse, je vais choquer beaucoup de monde par un tel discours, mais bon. Je suppose que moi, la question, elle me gêne. Je vais donner ma réponse. Oui, oui. Mais c'est bien de la poser, parce que les téléspectateurs et tout, il y en a beaucoup qui posent ce genre de questions et qui disent, oui, mais les Arabes, etc. Alors, on connaît le débat. Moi, ma réponse, elle va être très courte, après je laisse Abdelrahim, désolé de te prendre la parole. Moi, je dirais, il me semble, le peu de choses que je connais de l'histoire de l'Afrique du Nord et tout,
cette problématique, elle n'existe pas en réalité. À travers l'histoire, elle n'a pas existé. Il n'y a pas eu de conflit ethnique, arabe, berbère et tout. Moi, j'en connais pas. Pas qui soit notable, j'allais dire. Comme ça s'est passé dans d'autres régions du monde où certaines ethnies ont sont arrivés au conflit. à s'éliminer les uns les autres et tout. En Afrique du Nord, on n'a pas ce genre de choses. Il y a des histoires qui relèvent du politique. Il y a eu des républiques qui se sont faites, les unes ont fait disparaître les autres, elles se sont occupées les unes les autres et tout. On est dans une dimension politique, au sens politique du terme. Par contre, les guerres ethniques, d'origine, etc., on n'en connaît pas. Et du coup... Ni de religion d'ailleurs. Ni de religion, exactement, parce que l'islam, il a été adopté très rapidement, on va dire, malgré quelques situations qu'on nous rabâche à chaque fois pour nous dire qu'il y a eu de la résistance. Ce n'est pas nous. Il y a eu 90 ans de résistance aux Foutuhat, sur les plaines et sur les Berbères qui étaient chrétiens pendant 500 ans, l'Église d'Afrique, quand les Arabes sont arrivés dans le Foutuhat, 500 ans. Non, il y a eu des endroits. Non, dans tout le limes, je ne vais pas faire tout le limes romain, à l'intérieur du limes romain, là où les Berbères avaient droit de cité, qui n'étaient donc plus des Berbères, qui étaient des Romains, des citoyens romains, tout le monde était chrétien. À l'arrivée de l'islam, il me semble que c'était les Vandales qui occupaient la région. Oui, mais les Vandales étaient chrétiens. Les Vandales étaient chrétiens. Et la population, c'était après la chute de Rome. Oui. Le malheur de... C'est les Byzantins qui les ont... Les gens de l'Afrique du Nord, ils ont bien accueilli. Globalement, il y a eu des poches de résistance qui est... Mais c'est un autre sujet, mais on pourrait en parler. C'est des êtres humains. Je veux dire, on ne va pas dire c'est magique et tout. Non, c'est normal en fait. C'est des choses qui sont normales. Ce n'est pas incroyable et tout. Mais globalement, un peu comme, y compris à l'est du monde, quand l'islam est parti vers l'est ou même vers l'Afrique, les gens ont accueilli l'islam plutôt favorablement, même s'il y a des poches de résistance, de guerre et des intérêts qui se défendent. En Grande Kabylie, parce que c'était des Berbères musulmans qui sont venus les islamiser par la parole douce. C'est ce qui s'est passé un peu partout. C'est ce qui s'est passé un peu partout. C'est de l'histoire qui veut ça. Un peu partout, non, un peu partout. À ma connaissance, dans les hautes plaines et les plaines, les Foutuhat islamiques ont été très violentes, très sanglantes. C'est parce il y a eu des milliers de captifs qui ont été envoyés en Orient. Il y a eu des... c'est un autre sujet. Je finis si tu permets, parce que c'est un raisonnement que je voulais faire en fait. Oui. Moi, je pense que, à mon avis, à mon humble avis, avec tout le respect que je dois y aller, parce que sûrement qu'il y a des historiens qui nous écoutent et tout, et moi, je ne ferai pas le spécialiste au risque d'être ridicule peut-être. Bien sûr. Mais le problème tel qu'on est en train de le poser actuellement, il est apparu, à ma connaissance, depuis la colonisation française. C'est vrai, depuis la Vigerie en fait. C'est une des démarches du système colonial avec ses universitaires de la Sorbonne, etc., qui avait mis en place un récit, un narratif qui a fait que non, les Berbères, ils ont fait la guerre aux Arabes, les Arabes ont occupé l'Afrique du Nord. En fait, le narratif qu'on entend là actuellement, il est apparu dans notre histoire à partir de la colonisation française. C'est vrai. Et cette problématique, moi j'ai écouté un historien anthropologue, j'oublie son nom, je pourrais t'envoyer sa vidéo. Il a édité des livres en histoire, anthropologie de l'Afrique du Nord et tout, et il a expliqué que notre histoire, elle est, c'est-à-dire cette vie en commun avec toutes les communautés de l'Afrique du Nord, elle a été façonnée par l'histoire. Notre histoire a fait qu'on vit d'une manière plus ou moins harmonieuse. Je ne dis pas qu'on est des saints et tout, ce n'est pas le but de ce que je dis. Mais on a vécu d'une manière harmonieuse, on a constitué peuple, etc. La révolution algérienne, elle est venue, elle a mis les fondations d'un État, etc. Et c'est pour ça que ce discours qui est repris par les Farhat et ses sponsors, etc., c'est un discours qui nous vient
de la colonisation française. C'est vrai. Il suffit de décortiquer la littérature coloniale pour voir que... La Vigerie était pour rebâtir l'Église d'Afrique, mais au lieu d'Hippone ou Carthage, de l'instaurer en Kabylie. Et disait-il, parce que les Kabyles nous ressemblent beaucoup, et les pères blancs avec leurs burnous, leurs calottes, c'était pour rentrer, c'était le Ils ont mis en place tout un récit. mais énorme. mais là, Et il mais vient on a de largement dépassé le temps de l'émission, je m'en excuse auprès de... Mais Samir, ce qu'il faut dire, que les gens ne savent pas, et pourtant c'est très documenté, hein, si vous voulez vous renseigner, c'est très documenté. Les opérations de Lavigerie, du cardinal de Lavigerie, pour christianiser, évangéliser les Kabyles, ont toutes échoué. Alors que il y a eu des années atroces. Gérard, le typhus, la famine. Alors les gens mouraient de faim dans la rue. Mais ils ont refusé d'abandonner la religion de leur père et de se convertir, alors que du jour au lendemain, quand tu te convertis, tu as droit à un habit décent, à une nourriture décente, tes enfants vont à l'école, on te donne tout ce que tu veux. Pourtant, les Kabyles ont préféré la misère et les poux et la lèpre et le typhus plutôt que de... Ce que le colonialisme n'a pas réussi à faire, ce ne sont pas ces gens qui vont réussir à le faire. Alors, le mot de la fin, parce que vraiment on a... Ce que je voulais dire, avant le Futuhat al-Islamiyya, il y avait une terre, il y avait un peuple, il y avait une langue. Ce n'est pas cela qui va contredire l'idée qu'avec le temps, cette terre a connu des colonisations, elle a connu des invasions, etc. Absolument. Et ce qui prouve l'humanité de ce peuple nord-africain, c'est de s'être reconnu, d'avoir accepté, d'avoir épousé toutes ces valeurs ramenées par telle ou telle religion, y compris aujourd'hui ce qui nous fait rejoindre l'appel du 1er novembre, par exemple, ou la constitution de l'État algérien à travers l'appel du 1er novembre et du Congrès de la Sommam, c'est de rappeler les trois principes fondamentaux de l'algérianité qui sont l'arabité, la mazérité et l'islamité qui ont épousé cette terre depuis des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire le contraire de cela. Ce que je voulais dire tout à l'heure à travers Thamazra, c'est qu'il y a une terre qui a des origines, qui a... L'origine matricielle. Effectivement, qui n'a pas disparu. Qui n'a pas disparu, Parce que qui est majoritaire. Au moment où le latin et le grec... Le latin qui a donné la République et le grec qui a donné la démocratie ont disparu. Il y a le berbère à travers toutes ces dimensions en Afrique du Nord qui continue d'être parlé aujourd'hui. Ce peuple qui a su maîtriser, qui a su garder son identité millénaire, ce n'est pas une tentative de division qui va avoir raison de lui aujourd'hui. Merci mes amis. D'abord, je tiens à m'excuser auprès de nos amis de Londres pour avoir très largement débordé sur leur temps d'antenne. À partir d'aujourd'hui, il y aura, dans la mesure du possible, ce ne sera pas toujours, mais chaque fois je terminerai cette émission par un petit côté positif. Ça veut dire que malgré tout ce qui subit le peuple algérien, de corruption jusque dans son âme profonde, malgré tout, ce peuple, cette société est restée admirable et je ne fais pas de démagogie, je ne fais pas de populisme, j'ai horreur de ça. Avant-hier, on m'a rapporté quelque chose. À Batna, ma ville, l'hôpital de Batna. Moi, j'ai toujours combattu le secteur de la santé algérienne qui envoie les barons se soigner en Europe et dans les meilleures cliniques du monde et qui a fait de nos hôpitaux des mouroirs. Alors, une personne digne de foi a accompagné sa grand-mère avant-hier à l'hôpital, sa grand-mère qui est d'une famille modeste, hein, ce n'est pas barona ou la Marthe Baron. Et elle est venue d'un autre pays, en Amérique, et elle a été, je ne dirais pas choquée, elle a été électrocutée par le corps médical et paramédical de l'hôpital de Batna. Elle m'a dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'avais la plus mauvaise idée des hôpitaux algériens. Et c'est vrai. Elle m'a dit, il manque de tout, de moyens, de médicaments. Mais elle m'a dit, le personnel, quelle humanité,
quelle gentillesse, quel professionnalisme. Elle m'a dit, il faut absolument en parler, et elle m'a donné l'idée, à chaque fois que j'en ai l'occasion, de témoigner de ce qui est devenu notre peuple, malgré ce qu'il subit. Bonne soirée.